Génétique des virus et des bactéries, un cours résumé, en bref, niveau plutôt faculté. Premièrement, de nombreux chercheurs étudient les virus et les bactéries afin de mieux comprendre les fondements moléculaires de l'hérédité. Deuxièmement, la génétique moléculaire a aussi permis de mieux comprendre de nombreuses maladies et elle a rendu possible la naissance de la biotechnologie. Un mot sur la découverte des virus. À la fin du XIXe siècle, les chercheurs ont découvert que la mosaïque du tabac était une maladie causée par un agent infectieux beaucoup plus petit que les bactéries. Voyons toujours en quelques mots, en bref, la structure et la réplication des virus. Quelles sont les caractéristiques générales? Premièrement, les virus ne sont pas des cellules. Les plus simples d'entre eux se composent d'une seule molécule d'acide nucléique enfermée dans une coque protéique nommée capside. Deuxièmement, le génome viral se compose d'ADN monocaténaire ou bicaténaire ou d'ARN monocaténaire ou bicaténaire, suivant la catégorie des virus. Troisièmement, chez certains virus animaux, la capside est recouverte d'une enveloppe membraneuse formée de matériaux provenant à la fois de l'hôte et du virus. Voyons maintenant la réplication des virus, donc l'infection virale, toujours en bref, en quelques mots. Premièrement, les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires. Leur génome utilise les enzymes, les ribosomes et les petites molécules présentes dans les cellules hôtes, et ceci afin de produire de nombreuses copies du virus original. Deuxièmement, chaque catégorie de virus possède un spectre d'hôtes particulier déterminé par des sites récepteurs spécifiques situés sur les cellules hôtes. Voyons les virus bactériens maintenant, en quelques mots toujours. Premièrement, les virus qui infectent les bactéries sont appelés phages. Deuxièmement, au cours du cycle lytique de réplication des phages, le génome phagique infecté dans une bactérie programme la destruction de l'ADN de l'hôte, la production de nouveaux virus, puis la digestion de la paroi de la cellule bactérienne qui éclate, on dit qu'elle se lise, et libère de nouvelles particules virales. Troisièmement, au cours de la lysogénisation, les virus tempérés coexistent avec leur hôte en insérant leur génome dans le chromosome bactérien, ce qui les transforme en prophages. Sous cette forme non virulente, le virus se transmet indéfiniment aux cellules filles de l'hôte jusqu'au moment où, sous l'effet d'une stimulation, il quitte le chromosome bactérien et amorce un cycle lytique. Voyons maintenant les virus animaux en quelques mots. Mauvais jeu de mots. Premièrement, c'était involontaire en plus. Premièrement, les virus animaux sont souvent dépourvus d'une enveloppe provenant de la membrane cellulaire de l'hôte. Cette enveloppe leur permet de traverser la membrane plasmique pour entrer dans la cellule hôte et en sortir. Deuxièmement, on retrouve tous les types de génomes viraux chez les virus animaux. Les virus à ARN, appelés rétrovirus, ont les cycles de réplication les plus complexes. Ils se servent d'une enzyme appelée transcriptase inverse pour synthétiser de l'ADN à partir de leur matrice d'ARN. L'ADN peut alors s'intégrer au génome de l'hôte sous forme de provirus.
Le VIH, le virus qui cause le sida, est l'un des principaux rétrovirus. Troisièmement, les infections virales chez les animaux provoquent toute une gamme d'effets selon le fonctionnement du virus, la réaction de défense de l'hôte aux agents pathogènes et la capacité de régénération du tissu infecté. Quatrièmement, les vaccins utilisés contre certains virus stimulent le système immunitaire de l'hôte afin de provoquer une réaction contre l'infection. Cinquièmement, les virus peuvent causer certains types de cancers ou contribuer à leur déclenchement. Les virus oncogènes insèrent leur ADN dans celui de la cellule hôte, provoquant par la suite des altérations de nature cancéreuse par l'intermédiaire de leurs propres oncogènes ou de ceux de la cellule hôte. Les oncogènes codent pour des facteurs de croissance cellulaire ou pour les protéines jouant un rôle dans le fonctionnement des facteurs de croissance. Voyons maintenant, en bref, les virus végétaux et viroïdes. Premièrement, la plupart des virus végétaux sont des virus à ARN qui nuisent considérablement à la croissance et au développement des végétaux. Deuxièmement, les maladies des végétaux peuvent aussi être causées par des viroïdes, c'est-à-dire de minuscules molécules d'ARN nues qui, semble-t-il, gênent la croissance et le développement des végétaux. Origine et évolution des virus. Diverses preuves indiquent que, à l'origine, les virus auraient été des fragments d'acide nucléique cellulaire qui ont fini par acquérir un emballage spécialisé. En quelques mots, parlons maintenant des génomes bactériens avec la réplication et la mutation. Donc leur réplication et leur mutation. Premièrement, le chromosome bactérien est une molécule d'ADN circulaire à laquelle s'associent quelques protéines. Des gènes accessoires se trouvent sur de plus petits anneaux d'ADN appelés plasmides. Deuxièmement, lors de la scissiparité d'une cellule bactérienne, la réplication du chromosome se déroule de façon bidirectionnelle à partir d'une origine de réplication unique. Troisièmement, comme les bactéries ont un court temps de régénération, génération et qu'elles prolifèrent rapidement, les nouvelles mutations peuvent exercer leur influence sur les variantes génétiques d'une population en un temps record. Recombinaison génétique et transfert de gènes chez les bactéries. Essayons de voir cette partie en résumé. Bon. Premièrement, je ris bêtement en fait, ne vous inquiétez pas. Premièrement, il existe chez les bactéries 3 mécanismes de transfert de gènes entre les cellules. La transformation, la transduction et la conjugaison. S'ajoutant aux mutations, ces processus de recombinaison créent une variation génétique qui rend possible la sélection naturelle. Deuxièmement, dans la transformation, une molécule d'ADN provenant du milieu environnant entre dans la cellule. Troisièmement, dans la transduction, l'ADN bactérien passe d'une cellule à l'autre par des phages. Quatrièmement, dans la conjugaison, qui représente une forme primitive d'accouplement, une cellule F+, grand F+, ou HFR, transmet de l'ADN à une cellule grand F-.
Le transfert s'amorce par un plasmide grand F, appelé aussi facteur grand F pour fertilité, qui porte les gènes des piliers et les gènes responsables d'autres fonctions nécessaires à la reproduction. Dans une cellule HFR, l'épisome grand F est intégré au chromosome bactérien et lors de la conjugaison, l'individu HFR transmet de l'ADN chromosomique en même temps que celui du plasmide grand F. Cinquièmement, comme les gènes sont toujours transmis dans le même ordre au cours de la conjugaison HFR, on peut cartographier le chromosome en interrompant le processus après divers intervalles. Sixièmement, des éléments génétiques comme le plasmide grand F et certains génomes viraux se répliquent soit séparément, soit en tant que partie d'un chromosome. Septièmement, les plasmides grand R procurent une certaine résistance à divers antibiotiques. Leur déplacement d'une cellule bactérienne à l'autre pose de graves problèmes d'ordre médical. Huitièmement, les transposons, qui sont des segments d'ADN capables de s'insérer sur des sites multiples du génome ou de se déplacer d'un site à l'autre, contribuent aussi au brassage des gènes chez les bactéries. Neuvièmement, au cours de son déplacement, il arrive qu'un transposon simple empêche le bon fonctionnement d'un gène. Un transposon se compose de répétitions inversées d'ADN situées de part et d'autre du gène de la transposase, une enzyme qui catalyse la transposition. Dixièmement, les transposons complexes englobent aussi des gènes supplémentaires tels que les gènes de résistance aux antibiotiques. Régulation de l'expression génique chez les prokaryotes. Essayons de comprendre en quelques mots. Premièrement, pour régir leur métabolisme, les cellules assurent la régulation de l'activité ou de la synthèse des enzymes en activant ou en inactivant certains gènes précis. Deuxièmement, chez les bactéries, les gènes soumis à la régulation se regroupent en unités appelées opérons, qui se composent d'un promoteur et d'un opérateur desservant les gènes de structure adjacents. L'opérateur sert d'interrupteur pour l'activation et l'inactivation de l'opéron. Lorsqu'un répresseur spécifique s'associe à l'opérateur, la liaison de l'ARN polymérase devient impossible, ce qui interrompt la transcription. Troisièmement, un opéron répressible est inactivé en présence d'un métabolite clé, habituellement le produit d'une voie biochimique. Le métabolite joue le rôle de corépresseur en se liant au répresseur, normalement inactif, et en facilitant sa liaison avec l'opérateur. Quatrième point. Les enzymes inductibles restent silencieuses Les enzymes inductibles restent silencieuses jusqu'à ce qu'elles soient activées par un métabolite clé ou inducteur. Contrairement à ce qui se passe dans le système répressible, la liaison du métabolite avec le répresseur, naturellement actif, empêche celui-ci de s'associer à l'opérateur. Ainsi, les gènes de structure ne s'activent qu'en cas de nécessité. Les enzymes inductibles interviennent habituellement dans les voies cataboliques.
Cinquième point, les opérons peuvent aussi subir une régulation positive par l'intermédiaire d'une protéine activatrice à effet stimulateur. Par exemple, la protéine activatrice du catabolisme grand C, grand A, grand P, donc CAP, stimule la transcription en s'associant au promoteur et en facilitant sa liaison avec l'ARN polymérase. La capacité de liaison de la CAP avec le promoteur dépend à son tour de la présence d'AMP cycliques qui s'accumulent en cas d'insuffisance de la quantité de glucose. Le cours est terminé. Merci. Bon, ça c'est toujours le sourire bête. Pour la petite photo finale.